Bien, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire d'Agora. Le thème aujourd'hui, c'est l'IA est-elle un outil indispensable en entreprise? C'est un sujet qu'on a attaqué depuis plusieurs mois maintenant chez Agora, puisque bon, on est fournisseur de solutions de cloud et hébergeurs. Et on a tout un tas de données. Ça ne fait pas de nous forcément des gens qui traitons de la donnée, mais on a beaucoup de systèmes qui génèrent des choses. Et on a besoin un petit peu de projeter, un petit peu même beaucoup, projeter comment va se comporter l'ensemble de ces actifs-là. Et on s'est posé aussi la question par rapport à l'impact aujourd'hui de l'IA, tout ce qu'on entend en termes d'éthique, en termes d'écologie, en termes de souveraineté, en termes de sécurité. Est-ce que finalement c'est un outil qui est si indispensable que ça en entreprise ou pas? Donc en termes d'intervenants, moi je suis accompagné aujourd'hui d'Eden, qui est data scientist chez Agora. Et moi, je suis accompagnée par Thierry, qui est le directeur général délégué chez Agora. Voilà, je m'occupe aussi un petit peu de ce qui est des opérations et l'organisation interne, on va dire. Bien. Alors Eden, moi j'ai une question. Euh, on parle beaucoup d'intelligence artificielle et de sciences de données. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Alors, la science de données n'est pas du tout la même chose que l'intelligence artificielle. L'un n'est pas l'autre, l'un n'est pas inclus de l'autre. En fait, la science de données, on va voir un peu plus en détail plus tard, c'est tout un tas d'étapes et un cycle de vie qui intervient des besoins de l'entreprise vers le déploiement, tandis que l'intelligence artificielle, c'est juste une méthode de prédiction ou de catégorisation. Ok. Donc du coup, la science de données, tu nous as parlé de plusieurs discipline, on va dire. Est-ce que tu peux préciser un peu le propos, puisque ce qui est bien compris est aussi bien défini? Oui. Alors, il y a trois grandes disciplines. La première, c'est le data engineering. Ok. En fait, c'est tout le processus de transformation de données, de sa collecte, de la centralisation et la standardisation. Ensuite, dès qu'on a les données, on les analyse. C'est la partie data analysis. Cette partie-là, elle intervient tout ce qui est un peu mathématique, statistique, c'est tout ce qui est tout ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Et la dernière partie, qui est la partie, je crois, la plus intéressante pour les gens autour de nous, c'est le machine learning. C'est ici, en fait, qu'on va faire intervenir les différents modèles d'apprentissage et les modèles de catégorisation. Ok. Merci. Mais l'intelligence artificielle, finalement, de ce que moi j'en comprends, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, Ouais. qui arrive normalement assez régulièrement. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'était toujours, c'est plus un outil qui nous permet d'automatiser des tâches, d'améliorer la précision des prédictions et finalement de simplifier des processus de décision. Oui, effectivement, c'est, à mon avis, le fonctionnement réel, actuel de l'intelligence artificielle. Certes, on a aussi des techniques de génération de contenu qui ne rentrent pas dans les trois détails qu'on a ici, mais qui peuvent quand même simplifier le processus de création de contenu ou de l'art à la personne qui est en face. Ok. Alors, on a voulu avec Eden aussi partager un point qui est une timeline d'évolution des technologies. Pour moi, il y a eu bon, il y a toute l'histoire de Turing et ainsi de suite, mais moi, il y a eu un point d'inflexion avec Deep Blue et qui a un petit peu été le point d'orgue qui nous a dit, tiens, la machine peut faire mieux que nos meilleurs humains avec Kasparov. Et on s'est dit, est-ce qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle ne serait pas un danger? Et ça crée tout un contexte, à mon sens, ça n'engage que moi, assez anxiogène autour de l'IA. Puis, il y a eu l'autre partie que tu vas nous parler sur la Lightation is all you need, où là aussi, il y a eu un fait qui est assez fondateur dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que tu peux nous retracer un petit peu l'historique de tout ça et nous partager un peu ta vision de l'évolution de l'IA ces dernières années? Oui, alors, contrairement à des, comme on dit en anglais, popular beliefs, Hmm. l'IA a été pas introduit dans les années 2020 avec ChatGPT. C'était bien, bien avant. Et on va commencer avec 1950, Hmm. qui est il y a 74 ans. Ouais, je Après. n'étais pas né. Moi non plus. Mhm. Alors, on commence avec le test de Turing. C'est un test, en fait, qui va
voir si une machine peut dépasser un humain au niveau de ses capacités de conversation. Ok. Ce test a été créé avant même que les IA ou les machines intelligentes ont été créées. C'est en 1969 qu'on a vu le premier chatbot qui a parlé, bon, d'une manière à une autre, à un certain niveau avec un humain. Ok. Et c'est comme 69. 69. Ah ouais. Et c'est quand même en 1997 qu'on avait le premier ordinateur qui a battu un champion d'échecs. Mm. C'était Deep Blue. Mm. Et c'est ici qu'en fait, on a commencé à avoir peur que l'IA, elle va Ouais. conquérir le monde. Et on avait tous les films Terminator, bref, tous les films. En 2014, on avait un chatbot qui a passé le test de Turing, du coup, un chatbot qui a réussi à faire semblant comme s'il était un humain. Et en 2017, qui était une année incroyable pour le domaine de la science de données, on avait un article scientifique qui s'appelle Attention is all you need. En fait, c'était un article qui a décrit une architecture des transformers. Et non, ce n'est pas les transformers comme Bumblebee. C'est une architecture une architecture en fait d'un modèle d'apprentissage pour construire des modèles de langage. Et c'est l'architecture qui est utilisée actuellement avec tous les modèles de langage qui sont conçus. Le fameux T de ChatGPT, Transformers. Oui, exactement. Ok. Et en 2020, il y avait ChatGPT qui était mis à la disposition au public. Et en fait, il y a tout le monde qui a commencé à voir l'importance des Ouais. LLM, qui sont les modèles de langage massifs. Ouais, je crois que la révolution de ChatGPT, ça a été de passer d'un modèle où on interagit avec la machine avec des vecteurs habituels, le clavier, des entrées un peu techniques, à quelque chose qui était vraiment conversationnel et de manière très facile. On est plus dans une révolution, à mon sens, d'expérience utilisateur que vraiment technologique finalement. Ok. Et en fait, avec ChatGPT, on a vraiment l'impression qu'il a, comme les humains, une mémoire qui va être utilisée et un contexte qui va être utilisé. Eh bien, merci Eden pour tout ça. Mhm. Alors, dans la réflexion qu'on a eue, maintenant qu'on a un petit peu posé un peu d'historique, un petit peu de concept et de définition, même si je pense que dans l'Assemblée, tout le monde est à peu près au clair là-dessus, ça nous paraissait important, avant d'attaquer ce que sont aujourd'hui des facteurs clés autour de l'intelligence artificielle et de la science de la donnée, euh, de poser ces éléments-là. Donc, pour nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a 5 limites ou facteurs clés. Ça va dépendre si vous êtes pessimiste ou optimiste. C'est la qualité de la prédiction, elle dépend toujours de la qualité et de la quantité des données disponibles. Quand on fait de la statistique, on sait que si on prend un ensemble trop faible, la projection ne sera pas bonne, et ainsi de suite. L'interprétation humaine, elle reste essentielle pour valider des résultats. C'est-à-dire que même si le système est expert, il faudra toujours un expert en face pour valider que ce qu'il dit, c'est juste. Typiquement, moi, je ne suis pas un expert du thermonucléaire, je ne pourrais pas valider que ce qui sort est juste. Sur la partie, un autre point, c'est que l'IA comme l'humain, c'est une entité qui est forcément biaisée. Il faut en avoir conscience et de savoir si ces biais sont OK ou pas avec ce qu'on souhaite avoir. L'autre point, c'est la sécurité des données. Là-dessus, on en parlera un peu plus longuement tout à l'heure. Il y a un vrai sujet autour de la sécurité. En même temps, c'est un petit peu une caractéristique de notre profession, hein, héberger la sécurité et la cyber. Je sais que Cyril est dans est dans l'auditoire et il me contredira pas. C'est un vrai sujet qui est au cœur de cet actif numérique. Et l'autre point, c'est la question du coût énergétique. Alors derrière, c'est plutôt de se dire, tiens, on met en place des choses. Est-ce que la valeur générée par rapport aux moyens engagés est-il vraiment raisonnable par rapport à ce qu'on fait? Voilà, donc le premier point, et là-dessus, je te laisse un peu nous expliquer comment on peut gérer cette notion de qualité et de quantité dans l'intelligence artificielle et la science de la donnée. Alors, dans la science de la donnée, d'habitude, on veut suivre, pour assurer la qualité, les 4 piliers de la gouvernance de données. C'est quoi? Ça commence avec la construction d'une stratégie de données, d'un plan de ce qu'on veut récupérer, d'où on veut le récupérer et comment on va le formater. Ensuite, c'est la standardisation des données. Et ça, c'est la partie qui est, on dirait, la plus importante. C'est ici qu'on va documenter tout ce qu'on a, comment on va le construire, comment on va le transformer, pour ensuite assurer une sécurité de données et une conformité
qui peut être déployé sur plusieurs endroits. Et c'est à partir de ces 3 points qu'on arrive à une qualité de données ou à une infrastructure dans laquelle on peut assurer la qualité de données pour voir s'il n'y a pas des typos, il n'y a pas des données manquantes ou seulement des données qui sont mal formatées. Mhm. À partir de ces 4 piliers de données, on peut commencer ce qu'on appelle le cycle de vie de la science de données. C'est un diagramme que j'utilise quasiment partout, je crois. Et il explique la science de données en 7 étapes, très très simples. Le premier, c'est l'identification de besoins. Certes, l'entreprise va intégrer l'analyse de données et la science de données, mais elle ne va pas savoir comment. Et c'est ici qu'on va identifier non seulement les données et les indicateurs clés, mais les besoins de chaque responsable de département. Le deuxième est l'exploration et l'analyse de données. C'est ici qu'on va regarder toutes les données disponibles dans l'entreprise et voir en fait ce qu'on peut analyser, ce qui est utile, ce qui n'est pas utile. Et dès qu'on a identifié ce qui est utile, on commence la collecte et la préparation. C'est ici qu'on va centraliser toutes les différentes sources de données en entreprise dans une infrastructure qu'on va utiliser. Ensuite, pour l'ingénierie des caractéristiques. Quelles caractéristiques? C'est les indicateurs clés qui vont nous aider à automatiser les différents processus au sein de l'entreprise. Et c'est ici qu'on a potentiellement la modélisation. Certes, c'est la partie la plus fun en sciences de données, mais elle n'est pas toujours nécessaire parce que dans les différents cas, on n'a pas vraiment besoin d'une IA pour nous dire si, pour calculer des chiffres ou pour savoir si on est dans le moins ou pas. À partir de ces indicateurs et des résultats de modèle, on peut les visualiser et enfin les valider avec un expert, ce qui est la partie qui est assez cruciale pour ensuite déployer l'outil pour l'utilisation. Et de là, on peut recommencer la roue, se re-questionner sur les besoins, valider tout ça et recommencer en fait ce cycle. Exactement. Moi, j'aurais un petit point de précision sur l'identification des besoins. Nous, quand on a fait cette étape-là, on est une équipe d'ingé et on est assez vite rentré dans les comment. Oui. Comment on va régler un problème? Et on s'est retrouvé avec une liste à la Prévert de chantiers, de solutions. Mais au final, ce n'était pas nos besoins. Et on a reposé une autre question à l'ensemble des équipes. On s'est dit, tiens, partons des décisions que vous avez à prendre. Quelles sont les décisions quotidiennes ou régulières que vous avez à prendre et qui sont pénibles pour vous? Et de là, on a pu tirer quelles étaient les informations dont avaient besoin les personnes, et de là, les donner, et ainsi avoir aussi un premier round, premier cycle de données et de modélisation à réaliser. Ça a vraiment été un des apprentissages en déroulant sur des cas très simples, hein. On a fait ce travail-là sur juste le cash flow. C'est pas très compliqué comme problématique. En termes d'experts, c'est assez facile, hein. On regarde ce qu'on a sur le compte, on peut comparer facilement. C'était simple comme modélisation et ça nous a permis d'apprendre. Et je crois que ça, c'est un premier truc. Quand on commence sur des sujets comme ça, à arriver à avoir cette roue d'amélioration continue sur le cycle de vie de la donnée, de le tester une première fois sur un cas un peu simple à chaque fois et de monter en difficulté. Le deuxième point dont on en a parlé tout à l'heure, c'est l'interprétation humaine. Là, j'aimerais bien que tu creuses un peu plus. Comme on dit en anglais, il faut diguer un peu. Ouais. Alors, on a une question très simple. Comment est-ce qu'on valide le résultat d'un modèle? On a un modèle. Il nous a dit, oui, j'ai ce degré de précision sur les données que vous m'avez données. Comment est-ce qu'on sait si la conclusion à laquelle le modèle est arrivé est juste? Eh bien, on ne le sait pas. Si on ne connaît pas les données, si on ne connaît pas le contexte autour des données qu'on utilise, ben, on ne va pas savoir si le résultat est logique ou pas. Et c'est ici qu'on a en fait besoin d'un expert. Ouais. L'expert est obligatoire pour pouvoir évaluer. Moi, j'ai un autre exemple, hein, c'est des trucs qui sont pas super nouveaux, hein, c'est dans la conception de circuits électroniques. On a utilisé ce qu'on appelle les algorithmes génétiques. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec les algorithmes génétiques, le principe est relativement simple, c'est de se dire, bah, on va lui faire des combinaisons en fonction de critères de validation. Et en fait, on regardait avec le système de simulation et on se retrouvait des fois sur la plaque avec des points qui étaient positionnés, des points de soudure qui n'étaient pas reliés à des composants, rien du tout, qui étaient juste là.
Et en fait, en creusant un peu, on se rendait compte qu'il avait émulé des courants de fuite, et ça pouvait marcher dans la simulation, mais si on imprimait ou réalisait ce circuit-là, ben, ça ne marchait pas. Et Mm. donc, on avait toujours besoin de l'ingé derrière pour valider que le schéma allait fonctionner avec la problématique du réel. Le monde réel, il y a plein d'imprévus, il y a plein de choses qui sont différentes, et on a encore besoin de cette humanité-là dans la validation des modèles et de ce qui est produit. Ça, c'est un des trucs que j'avais pu expérimenter dans une autre vie. Oui. Eh ben, il y a même, tu peux poser la question, Thierry, est-ce que l'IA qui est explicable, c'est une IA qui te donne la raison pour laquelle elle a donné le résultat, est-ce qu'elle a aussi besoin d'un expert? Eh bien, oui. En fait, même si une IA te donne la raison pour laquelle elle est arrivée à une conclusion, ça ne va pas nécessairement être la bonne explication. Et nous, en tant qu'ingénieurs, on ne va pas le savoir. C'est l'étude du contexte autour des données qui est essentielle dans la science de données. Et c'est avec l'expert qu'on va valider ces résultats. On va passer sur le facteur 3, c'est la question du biais. Euh, Là-dessus, il y a quand même un sujet qui est important. On l'a vu avec aussi les dérapages qui ont fait sensation sur les grands noms, hein, avec Mhm. Amazon, Google et autres. On voit que la sélection des données, l'annotation des données, la manière dont on le fait est importante. Et là-dessus, j'ai un exemple, c'est celui de la Cour de cassation. Il y a un podcast qui est vachement bien fait de chez France Inter, je crois, le code a changé, qui parle de Oui, ça. Ce sont les dames de la donnée. oui. Il est vraiment top, je vous recommande d'aller le voir. Il parlait de ça. Et ils ont positionné toute une méthode qui est validée par des experts, donc la Cour de cassation et les différents juges, qui ont validé les catégories d'annotation des décisions de justice, puisque l'objectif était de créer un outil en machine learning qui allait anonymiser de manière totalement automatique toutes les décisions de la Cour de justice. Et donc la question, c'est comment ces personnes, ces femmes qui étaient derrière la notation de ces choses-là, avaient les bonnes informations pour homogénéiser et rester dans une forme d'éthique. Mm. Et donc, il y a tout un tas de choix qui peuvent être faits dans le fonctionnement, dans les règles, et même dans le simple fait d'annoter les données qu'on va donner aux algorithmes, qui vont introduire forcément un biais. Oui. Et donc, de par cette nature-là, des données qui ont été produites par le monde réel, par les sélections, par la manière dont aussi on va optimiser les choses, on va avoir des biais. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Et ça pose des questions quand même sur les algorithmes qui sont complètement fermés, où on ne sait pas comment ils fonctionnent, dont on ne sait pas, je ne parle pas du résultat, hein, de l'explication du résultat, mais vraiment du fonctionnement inhérent de l'algorithme, des choix qui ont été faits. Si on n'a pas les hypothèses et derrière ces éléments-là de biais, eh bien, on ne peut pas être sûr de ce qu'on fait. Alors, sur des données numériques, métriques, il n'y a pas vraiment de risque. On pourrait se Oui. dire, il n'y a pas de biais, mais il n'y a pas que les biais, j'ai envie de dire, de questions de genre, d'origine ou autre. Il y a aussi la question d'observer correctement les choses. Est-ce Mhm. que parce que j'ai omis une plage de données, les projections que je vais faire seront justes ou pas? Il y a aussi toutes ces questions-là. Et je pense que la question du biais, on pourra en parler pendant des heures, est un vrai sujet qui frôle de manière assez proche la question de l'éthique. Oui, c'est un sujet assez important et c'est même un problématique dans le domaine de la science de données. Et on touche un petit peu aussi maintenant à un autre point, c'est la question de la sécurité. Bon, la sécurité, on l'a vu avec Samsung, avec des données qui ont fuité. Et Oui. un autre point aussi, c'est moi je m'interroge, là typiquement on est en train d'enregistrer cette conversation, il y a un transcript automatique qui est fait, finalement on a un mouchard qui est avec nous, qui nous écoute et qui récupère des données. Est-ce qu'on est OK avec ça? L'autre point aussi, c'est quand on a un outil qui va décider que telle portion des données qu'on lui a donné, qu'on lui a fournie est la meilleure réponse qui doit être apportée en fonction de la requête qu'elle lui a donnée. Comment on va gérer la confidentialité de la donnée? Comment on va gérer ce cycle de vie? Sachant qu'aujourd'hui, on trouve des mécaniques pour aller de plus en plus profond dans les données des différentes GPT qu'on peut avoir. Il y a du hacking de prompt, de choses comme ça qui existent. Donc, on se Mhm. pose quand même cette question-là. Puis, un autre point, si l'outil il est gratuit, est-ce qu'à un moment donné, on ne devient pas le produit? Ça, c'est un point qui peut se poser, mais il y Oui. a aussi une question de se dire comment on garantit aussi dans la sécurité notre résilience par rapport à ces sujets-là. Comment on ne devient pas dépendant non plus
à la technologie, puisqu'à un moment donné, il faut aussi savoir faire sans. Mm. L'actualité récente avec la mise à jour de CrowdStrike, Microsoft nous le rappelle, on a aussi besoin de savoir faire sans, comment ne pas poser tous nos œufs dans le même panier finalement. Donc la Mm. question, elle se pose là-dessus. Est-ce qu'on utilise un seul fournisseur? Est-ce qu'on utilise plusieurs? Est-ce qu'on utilise plusieurs modèles pour être en comparaison? Comment on a aussi tout simplement un encadrement des personnels sur l'utilisation des outils d'IA qui sont disponibles, charte IA, en extension des chartes informatiques, bref, c'est un sujet que nous, on s'est posé et qu'on va déployer dans les prochains temps chez Agora. Il y a un vrai point, comment les GPT, c'est quand même super intéressant pour générer de la configuration, faire du troubleshooting sur des éléments, et c'est dommage de s'en priver. Mais par contre, il faut quand même qu'on forme les personnes sur Mm. ce qu'elles sont en capacité de communiquer dans le prompt ou pas, pour qu'on n'ait pas de divulgation de données, ce genre de choses. Oui. Voilà. Un autre point, c'est le coût énergétique. Bon, le coût au global. Je voulais juste donner quelques chiffres là-dessus. Le secteur en 2020, informatique, c'était 300, non, 915 terawatts. Pardon, j'arrive pas à lire dans le rouge. Voilà. La France en 2022, c'était au total, hein, toute la population, la nation, hein, c'est 475 terawatts-heure. Et en projection, l'IA en 2027, c'est 85 terawatts-heure. C'est autant qu'un pays comme la Finlande en 2022. Ça laisse juste songeur par rapport à l'impact et l'usage qu'on en fait. Et surtout la concentration aujourd'hui aussi des acteurs. On se pose quand même, moi, et au niveau d'Agora et aussi au niveau de la direction, est-ce que c'est bien raisonnable de cramer autant de ressources par rapport aux usages qu'on a? C'est une question, je n'ai pas la réponse. Voilà. Par exemple, il y a un point qui est assez rigolo, c'est qu'on voit pas mal d'entreprises qui investissent dans du GPU et autres. On parle aussi de 200 milliards d'investissements dans l'informatique par les grands clouders, parce que Mhm. leur croissance est aujourd'hui portée par l'IA et plus sur leurs services historiques. Donc ça, c'est aussi un autre point. 200 milliards, il faut le mettre en lien avec la dette française. C'est quand même assez conséquent. Il y a un autre point qui est aussi intéressant là-dessus, c'est les ressources rares qui sont aujourd'hui en risque. Oui. On se pose quand même la question. Et quand on voit aussi aujourd'hui la capitalisation de Nvidia et du monopole sur une seule technologie, est-ce que c'est bien raisonnable en termes d'approche? Ça, c'est les questions aujourd'hui qu'on a en termes de coût sociétal, énergétique, environnemental. On se dit qu'il y a peut-être d'autres manières de faire et des manières un peu plus intelligentes. À ce niveau-là, par exemple, j'attire votre attention, il y a le G5 en France qui met à disposition gratuitement Mhm. des calculateurs de très bonne facture, gratuitement ou selon rémunération, gratuitement si vous partagez les données. Et là, je crois que ça devient intéressant parce qu'on participe, on exploite quelque chose qui est en place, qui attend de tourner, et on partage des données. Donc, ça veut dire que derrière, on est dans une sorte d'économie circulaire de la donnée. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Voilà. Je tire aussi votre attention à l'optimisation des modèles. Mm. Parce qu'en fait, là, avec ChatGPT, c'est un modèle, certes, qui est assez lourd, mais récemment, on a sorti un modèle qui s'appelle Bloom, qui est aussi un modèle qui a les mêmes performances, mais qui est conçu pour être optimisé pour ne pas avoir pour ne pas coûter beaucoup au terme énergétique. Alors, on a un petit peu diffusé en fil rouge sur les différents éléments de comment on réagissait par rapport à ça, sur la qualité, sur l'interprétation humaine, la prédiction biaisée, la sécurité et le coût énergétique. Donc, nous, on a décidé de formaliser tout un projet et qui se résume en une seule phrase. C'est que la science de la donnée doit nous permettre à Agora d'être plus efficient. On fait une différence entre l'efficacité et l'efficience. Mm. C'est que l'efficacité, c'est un rapport entre deux unités qui nous permet d'évaluer que c'est OK Mm. en termes de fonctionnement. L'efficience, on va rajouter la notion en combien de temps. On peut rendre tout système extrêmement efficace en une infinité de temps. Par contre, si on doit le faire en une semaine, c'est pas la même chose qu'en 100 ans. Et ça, c'est le point qu'on s'est fixé. On a une urgence aujourd'hui à s'inscrire par rapport aux accords de Paris dans la réduction du bilan carbone, dans la réduction des énergies, dans la Oui. consolidation, d'être dans la logique de l'IA frugale. Tu as Mhm. entièrement raison. Il y a un référentiel général qui est sorti.
J'invite vraiment à aller le voir parce que c'est vraiment bien fait, c'est très intéressant et ça rentre aussi dans la logique de l'éco-conception des produits numériques. Alors Mhm. oui, l'éco-conception, c'est pas que mettre des fonds noirs sur des sites internet, c'est aussi comment on produit l'hébergement, comment on va pas utiliser un WordPress et ainsi de suite, et comment aussi on peut avoir des outils de ce type-là d'analyse de la donnée qui répondent à un ensemble de critères. C'est vraiment intéressant à voir. Il y a une vraie démarche aujourd'hui de la force publique sur cette question-là, Mhm. moins sur le privé. Et je pense qu'on a à y apprendre. Et nous, en tous les cas, ce qu'on a décidé, c'est que la science de la donnée doit permettre à Agora d'être plus efficient sur les enjeux environnementaux, sur les questions de la souveraineté, sur les questions de la sécurité et de la performance. Puisque forcément, quand on livre quelque chose, nos clients attendent que ça soit performant. Personne ne va acheter un service qui n'est pas performant, sauf si c'est vraiment gratuit, quoi. Oui. Voilà. Donc, je te laisse nous en parler un peu plus de ce projet-là qu'on a et qu'on va déployer dans les 18 prochains mois. Oui, alors le projet en soi, c'est un outil d'évaluation de l'efficience, comme tu as dit déjà, avec l'utilisation de l'IA. En fait, on a deux modèles différents. Un pour l'évaluation d'un score à partir de différents scopes et un deuxième pour la prédiction de la tendance de ce score au cours des années. Et comment, du coup, comment est-ce que Agora elle réagit face à ces enjeux? Pour la qualité de données, comme on a dit avant, on veut avoir un plan de gouvernance qui est bien détaillé, qui est bien établi. L'interprétation humaine, elle est essentielle parce qu'en soi, la personne qui va développer l'outil ne va pas savoir si le score qui a été donné est, est correct ou pas. C'est pour ça qu'on va utiliser non seulement plusieurs référentiels, mais aussi les experts qu'on a chez Agora pour voir si on prend en compte les bons scopes ou les bons paramètres. Oui, qu'on va faire, c'est on a une gouvernance assez ouverte dans les projets et on Mhm. va s'appuyer sur ce qu'on a déjà fait dans d'autres projets. C'est-à-dire que cette gouvernance de la donnée va impliquer l'ensemble des personnes, puisqu'en fait, on est chacun expert de son domaine et on va impliquer l'ensemble de l'équipe technique et non technique sur ces sujets-là. Oui. Pour le problématique de la prédiction biaisée, ce qu'on va faire, c'est que notre jeu de données d'entraînement va avoir une seconde analyse sur laquelle on va essayer d'enlever les biais. On va quand même avoir la validation des experts pour savoir qu'on fait la chose dans le bon ordre et en fait assurer la sécurité de ces données, non seulement à travers le plan de gouvernance, mais aussi à l'aide de l'anonymisation des données d'entraînement et l'utilisation des algorithmes qui sont open source. Et on a un autre point, c'est qu'on a un petit peu de savoir-faire dans la sécurité d'infrastructure, puisqu'on est ISO 27001 HDS et qu'on vise aujourd'hui d'autres certifications. Donc en fait, on fait rentrer le projet aussi entièrement dans notre système de management du SI. Mm. Donc ça veut dire quoi? C'est les cloisonnements, c'est les matrices de flux, tous ces sujets-là. On va positionner aussi une analyse de risque. Il y a certaines données, si elles fuitent, c'est pas grave, on va les rendre publiques, on va les verser en open data presque, j'ai envie de dire, on va participer à ça. Parce qu'un des enjeux aussi de notre projet, c'est que tout ce qu'on apprend, on est un acteur qui n'est pas très grand. Mais ce qui veut dire aussi qu'on peut partager avec l'ensemble des industriels, des entreprises qui ont à peu près une infrastructure équivalente à la nôtre, une sorte de référentiel des données et de leur fournir des informations qu'elles n'auront pas besoin de construire elles-mêmes. Ça aussi, c'est un point qui est important dans notre volonté par rapport au coût énergétique, c'est de participer à la construction de données. Mm. Euh, L'autre point aussi sur la prédiction et l'interprétation humaine, on fait partie de plusieurs initiatives, dont une Mhm. du Conseil national du numérique, qui sont les cafés IA. Et là, on rencontre, on a la chance d'échanger avec des gens, normalement, on n'y a pas forcément accès. Oui. Typiquement, avec le directeur technique du G5 ou autre, on va solliciter ces gens-là. Et aussi, au travers de notre réseau, on va discuter avec d'autres personnes pour présenter nos résultats. On va aussi ouvrir la donnée, on va un peu déclassifier un peu une partie de notre donnée pour Exactement. justement arriver à avoir quelque chose qui est le plus juste, ou tout du moins communément accepté comme étant le plus juste. Et par rapport au coût énergétique de l'IA, on va concevoir les modèles en tenant en compte en fait la taille du modèle qu'on va utiliser, la quantité de fois qu'on entraîne, parce qu'il faut savoir qu'avec le coût énergétique par rapport au modèle d'apprentissage, on a deux coûts différents, l'entraînement et l'usage, parce que l'usage, il coûte aussi beaucoup d'électricité. Et c'était à ce moment-là qu'on va voir comment est-ce qu'on peut construire des modèles qui sont optimisés,
des modèles qui sont petits en taille, mais quand même précis avec les résultats. Et si à un moment, on a un résultat qui est moins précis qu'un modèle qui est beaucoup plus lourd, on ira plutôt vers le modèle qui est moins précis parce qu'on ne veut pas en fait avoir un effet de... Un effet rebond, ouais. Ouais, exactement. Et puis un autre point, c'est qu'on a aussi la volonté de toujours avoir des données ultra précises, mais je prends un exemple très bête. Si on est sur la cadre aussi de la prise de décision, ou qu'on apporte des scorings qui sont un peu plus haut niveau, typiquement, je prends un exemple très simple de la vie courante. Quand je veux savoir si je veux aller me promener en montagne ce week-end, j'ai pas besoin de connaître la température exacte, et ainsi de suite. J'ai juste de savoir s'il fait beau et s'il fait pas trop froid, Oui. pour savoir comment je m'équipe. Et on a beaucoup de sujets en termes de tendance, et ainsi de suite, qui peuvent suffire en termes de niveau de précision. Et donc, ce qui est important, c'est toujours aussi d'être en corrélation entre le besoin, et on en a parlé tout à l'heure, c'est le premier point. Il faut bien être clair sur le besoin, parce que de là, souvent, si on est tout de suite dans la solution, on va aller dans les solutions les plus complexes, et finalement, on en arrive à utiliser des modèles qui ne sont pas adaptés, on va utiliser des modèles qui peuvent un peu tout faire, mais au final, on le sait très bien, plus le véhicule le plus adaptable, c'est un 4x4, mais c'est pas le plus efficient pour faire, pour ceux qui connaissent la région, un Strasbourg-Colmar, une petite voiture peut suffire. Voilà. Voilà, on arrive un peu au bout. Alors, on n'est Oui. pas rentré dans la technique volontairement. C'est ce que j'avais un peu dit dans la partie euh, d'introduction de ce webinaire. C'était poser un peu les choses, vous expliquer un peu comment nous, on fait les choses chez Agora par rapport à cette question-là. Je ne fais pas non plus d'annonce, on va ouvrir des nouveaux services et ce genre de choses. Peut-être qu'à l'avenir, on en fera, mais si on le fait, c'est pour, avec un axe bien clair, bien défini, et on saura le justifier de pourquoi on le fait. Voilà, et j'espère que vous aurez beaucoup de questions dans le chat. On sera ravis d'y répondre, Eden et moi. Surtout moi si c'est du technique. Voilà, donc à vous la parole. Ah, on a une question de Zouer qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme technologie pour entraîner les modèles? Alors, c'est pas vraiment qu'est-ce qu'on utilise comme technologie, c'est plus quel genre d'algorithme est-ce qu'on utilise pour nos modèles. Là, actuellement, on veut aller plutôt sur des modèles de régression linéaire ou non linéaire selon le cas. Et c'est le genre de modèles qui sont vraiment petits en taille. Techniquement parlant, c'est une formule qu'on va itérer et ajuster au cours de l'entraînement. Et on préfère avoir ce genre de modèle parce qu'il est, un, très simple à expliquer, et deux, il coûte beaucoup moins en termes énergétiques qu'un réseau de neurones. Et en termes d'équipement, on a monté une infrastructure aujourd'hui de gestion de notre pipeline de données. Alors, tu l'as appelé JAD. JAD, Tu peux nous expliquer d'où c'est ça un vient? acronyme pour Just Another Data Explorer. Voilà. Donc, ça nous permet de faire l'ETL, gérer les pipelines de traitement et ainsi de suite. C'est couplé aussi à un ensemble de notebooks Jupyter. Et là-dessus, on peut faire du TensorFlow, on peut faire pas mal de choses. Aujourd'hui, on n'a pas encore de GPU sur cette plateforme-là. On favorise plutôt les modèles aujourd'hui CPU parce qu'aujourd'hui, pour nos besoins et la quantité de données, c'est suffisant. Peut-être qu'à l'avenir, on montera un petit peu de CPU entrée de gamme pour pouvoir avoir accès à ces analyses vectorielles ou autres. Voilà. Donc là, on a une réponse de Zouer qui nous dit, donc au final, on a besoin de l'efficience pour certaines tâches longues, analyse, compréhension, hein, et du coup de l'IA est indispensable. Non. Alors, ce qu'on a voulu dire, c'est vrai que par rapport à c'est un peu une arnaque cette question. C'est vrai. C'est que en fin de compte, c'est une technologie, c'est un outil. Oui. Est-ce que c'est indispensable? Oui, c'est indispensable aujourd'hui par rapport à l'ensemble du traitement de la donnée, de pouvoir faire des projections, de faire des corrélations et de l'exploration de la donnée. Pourquoi?
Parce que dans beaucoup d'entreprises, les données, elles sont juste mal rangées et on a besoin déjà de faire tout un tas de sujets. Donc, on a besoin de la science de la donnée. On a besoin de valoriser un actif. C'est ça, en fait. C'est comme on l'a laissé de côté et on nous a un peu expliqué aussi qu'il n'y avait pas besoin de s'en occuper, on a des solutions magiques. Ben, en fait, on n'a pas fait le boulot, en fin de compte. Donc, en réalité, c'est plutôt de se mettre à niveau aujourd'hui sur cette question-là. Comment on arrive aussi à en faire quelque chose qui soit exploitable et à disposition des bonnes personnes. C'est ça le sujet. Finalement, c'est rien d'autre que du décisionnel, c'est rien d'autre qu'un moyen. Et c'est en ça que c'est indispensable. On a besoin d'informations pour prendre des décisions. Avant, elles ne se produisaient peut-être pas comme ça et aussi vite. On a une forme d'instantanéité aujourd'hui du monde qui peut aussi être questionnée, mais en tout état de cause, on a besoin de mettre en place une gouvernance de ces données. Aujourd'hui, vos données sont aussi importantes que d'autres actifs et doivent être considérées en tant que telles. C'est ça notre propos. Après, est-ce que c'est dispensable? Oui, c'est dispensable de mettre en place des modèles de LLM chez vous en interne. Oui, c'est dispensable d'avoir de la génération automatique de vidéos. Oui, c'est dispensable de tout un tas de sujets. Aujourd'hui, il y a des usages qui sont faits à grande échelle qui sont totalement dispensables. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai besoin que quelque chose me fasse mes notes de réunion? Parce que finalement, on n'aurait pas peut-être plus mieux à faire, de faire moins de réunions, du coup, on aura moins de comptes rendus à faire. Ouais, c'est ces questions-là aussi qu'on peut se poser. Oui, l'IA n'est pas la solution pour tous les problèmes qui existent en entreprise. C'est en fait, en utilisant la science de données, c'est la science de données qui est indispensable. C'est ce cycle et ce besoin et cette analyse qui est indispensable. Et non pas la solution proposée par une machine ou par un modèle d'apprentissage. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, pour l'aspect sécurité, conformité, est-ce qu'on peut dire facilement, pour sécuriser ce socle, il suffit de le rendre offline, non connecté à Internet, sinon quels sont les enjeux de sécurité? Bah non, 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 un exemple très simple qui m'a été raconté par un CTO dans une entreprise, ils ont mis en place en interne une sorte de GPT interne. Et vous avez le stagiaire de l'entreprise qui a réussi à sortir un compte-rendu de COMEX. C'était pas en online, c'était bien complètement fini, mais il a réussi en diguant, en promptant, à sortir un compte-rendu de COMEX, parce qu'ils n'avaient pas vu que dans le corpus, ils avaient versé ces documents. Donc il y a un point qui est là-dessus. Donc erreur, c'est normalement ça ne devrait pas avoir lieu, on peut se dire c'est pas normal. Mais ça montre bien que si on ne maîtrise pas les données entrantes dans les objectifs qu'on se fixe, il y a un point. Et là, on parlait tout à l'heure de biais, mais si j'enlève des données, je n'ouvre pas complètement l'analyse. Oui. Et donc il y a quand même un sujet de connaître cette question. Ce qui est aussi intéressant à aborder, c'est le fait qu'en fait, ça peut ne pas être uniquement lié aux données d'entraînement, mais aussi de la manière dont le modèle a été conçu. Parce que plusieurs modèles, et la plupart des modèles des LLM, ils vont apprendre à partir des utilisations. Et il y a moyen que quelqu'un dans l'entreprise, il met le rapport COMEX, je continue avec ton exemple, il met le rapport COMEX en utilisant pour rédiger le rapport correctement. Et en fait, le modèle, il va stocker ces informations pour plus tard les révéler à quelqu'un d'autre ou à un autre utilisateur. Ensuite, il y a un autre risque qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en se basant sur des données extérieures qui ont été entraînées sur des données, vous n'avez pas non plus la garantie du droit d'auteur. Oui. Vous pourriez être poursuivi pour ça. C'est une question qui se pose aujourd'hui. L'autre point aussi qui peut se poser, c'est dans la décision qui est prise par un algorithme ou la préconisation qu'il va donner, en fonction de ce qu'il va donner, on peut peut-être avoir des effets de bord, des décisions qui sont prises et qui peuvent avoir des conséquences aussi dans la vie réelle. On parlait tout à l'heure de la Cour de cassation. Euh, Quand on est sur des décisions de justice et qu'on arrive à identifier quelqu'un, si la donnée ressort, et qu'on arrive à identifier quelqu'un qui a été accusé, on peut avoir des phénomènes de vengeance. Il y a cette question-là. Dans les données médicales, il y a des choses qu'on ne doit pas ressortir. C'est pas parce qu'on connaît, par exemple, numéro de sécu et puis l'autre point, un test de grossesse, on peut penser que c'est pas très, très grave. Mais si cette personne est dans un foyer toxique avec un mari qui n'est pas OK et qui n'est pas au courant, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, il y a aussi toute cette question. Et là, justement, je sors de la donnée juste de l'IA et ainsi de suite. La donnée, c'est pas quelque chose qu'on donne facilement.
Mm. Et c'est même mal nommé la donnée. La donnée, c'est vraiment des informations qu'il faut sécuriser, gérer pour être sûr que son emploi soit fait correctement. Et ça, le correctement, je revenais tout à l'heure, c'est de l'éthique, c'est un vrai sujet à poser dans chaque entreprise. Oui. Et il y a récemment, l'Union européenne, il a fait sorti un acte qui s'appelle l'acte IA, Mhm. qui prend soin en fait de tous les données d'entraînement qu'on prend, parce que les LLM, ils ont besoin d'une quantité énorme de données. La plupart de ces données, ils sont scrapés sur Internet sans quoi, Validation. voilà, sans la validation de ces utilisateurs. Et c'est un sujet qui est très, très important au Mhm. niveau de le domaine de la science de données. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je vois que Zoé est Zoé très actif dans le chat. est très intéressé par ce sujet. Exactement. Donc, dans la remarque, puisque dans la vidéo, on n'aura pas le chat, là, la remarque, c'est qu'au finalement, c'est qu'une question de méthode, d'usage et les enjeux à mettre en face. Effectivement, on reste totalement dans ce qu'on sait faire quand on gère de la donnée, finalement. C'est analyse de risque et derrière aussi de gérer correctement ce risque-là avec les mesures de traitement et d'atténuation du risque, effectivement. Oui. Alors, quand je dis juste, c'est pas évident, parce que des fois, on rentre dans des questionnements qui sont pas forcément très évidents. Et c'est là où, effectivement, d'aller chercher les réponses aussi à l'extérieur, c'est très, très intéressant. Oui, en fait, toute la partie documentation de la donnée, elle est aussi importante pour mettre les choses au clair et pour dire ce qu'on a le droit d'utiliser, ce qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Voilà. Donc, on va encore prendre une dernière question et on pourra mettre fin à ce webinaire. Et on reste tout à fait, on reste, pardon, je commence à fatiguer. On reste totalement disponible pour échanger avec vous sur cette question-là. Si vous avez des réflexions autour de ça, si vous le souhaitez, nous on a tout un réseau. On agit au sein de nos clubs, notamment des clubs ETI Grand Est, au travers aussi de l'école 42 sur cette question-là, où on cherche aussi des réponses à l'extérieur parce qu'aujourd'hui, ça nous semble un petit peu limite la manière dont est vendue l'IA Oui, sur le marché. Et on pense qu'il y a d'autres approches qui sont plus intéressantes. oui, ça a certainement la vision de l'IA peut tout faire. Concrètement, l'IA a beaucoup d'enjeux qu'il faut prendre en compte et c'est tout un processus avant son implémentation. Je vois que le chat est bien calme. Oui, Alors, on attend un petit peu. Bon, eh bien parfait. Il nous reste à vous souhaiter à tous une bonne journée et puis un bon appétit puisque là il est 11h45. Nous, en tous les cas, on se donne un... on mange à 12h30 Ouais, plutôt. c'est ça. Du coup, mot de la fin. Mot de la fin, bah, la donnée n'est pas donnée. Ok, on va rester là-dessus. Voilà. Merci à tous. Ah, on a Mousser qui est en train de Mousser, pardon, qui est en train de nous écrire. Ok, Merci. super. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.